En cette journée internationale de l'environnement, nous avons souhaité nous interroger sur les conséquences de ces guerres que nous venons d'évoquer, notamment à l'instant sur l'environnement à court et moyen terme. C'est l'objet de notre interview long format avec Mathilde Jourde. Bonjour, vous êtes chercheuse à l'IRIS, responsable du programme Climat, Environnement et Sécurité et co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer sous quelle forme les conflits armés ravagent-ils l'environnement avant qu'on les détaille? Bien sûr. On a en fait un continuum de dégradation qui existe en lien avec l'empreinte environnementale de la guerre et on a à peu près 5 grandes catégories qui reviennent souvent. On a d'abord la question des sols, la question des végétaux aussi, la question de l'eau, de la biodiversité et de l'atmosphère. Et globalement, quand on regarde un conflit, que ce soit historiquement ou dans les conflits contemporains, c'est ces 5 grandes catégories qui vont être les plus dégradées. Les sols, par exemple, vont être très impactés par les débris d'explosifs ou par des engins qui ne vont pas être explosés, ce qui peut provoquer des risques pyrotechniques. Et on réalise aujourd'hui qu'on a encore des dégradations liées à la Première ou à la Deuxième Guerre mondiale et des obus qu'on va retrouver encore. Concernant les végétaux ou la forestation, on va avoir des incendies qui vont énormément dégrader ces espaces. On va avoir aussi des forêts, par exemple, qui vont être complètement déforestées en lien avec les ressources économiques de cette biomasse. Une déforestation aussi liée, par exemple, à l'installation de campements ou de bases militaires. On a aussi la question de l'eau, avec à la fois l'eau douce, mais aussi les espaces maritimes et océaniques qui vont être très impactés. Par exemple, l'infiltration des métaux qui va pouvoir s'infiltrer derrière dans les nappes phréatiques ou des bâtiments de surface, des navires dont les marées noires peuvent ensuite impacter dramatiquement la faune et la flore, par exemple, du golfe arabo-persique pour la guerre actuellement entre l'Iran et les États-Unis. On a une conséquence aussi sur la biodiversité avec l'introduction d'espèces exotiques dans certains espaces. Et enfin, la question de l'air, de la pollution de l'air et de l'atmosphère au sens général, avec à la fois des pollutions à très court terme, des fumées toxiques comme on a pu le voir à Téhéran, ou des émissions de gaz à effet de serre qui participent à à accroître les changements climatiques. Donc c'est un petit peu ce continuum-là de dégradation qu'on peut constater quasiment systématiquement dans les guerres et dans les conflits contemporains notamment. Oui, on comprend qu'il y a, des conséquences immédiates et puis des conséquences sur le long terme, vous le dites, avec la pollution et donc, en termes de conséquences, c'est vrai que les populations vont être, impactées sur parfois des décennies, puisqu'on le voit notamment, par exemple, dans la bande de Gaza ou au Liban. Il y a une volonté parfois des États, belligérants de détruire les capacités de culture, notamment de détruire entièrement, des champs d'oliviers, par exemple, je pense au Liban. Il y a une volonté d'agir sur le long terme. Exactement. Et en fait, ce qui est assez intéressant quand on regarde cette empreinte environnementale, c'est qu'on va à la fois avoir des effets collatéraux liées à la guerre, même si c'est évidemment à prendre entre guillemets, parce que la guerre elle-même est intentionnelle. Donc, les dégradations derrière engendrées sont intentionnelles d'une certaine manière. Mais on va aussi avoir des dégradations qui sont complètement volontaires, complètement intentionnelles. Et en ce sens, on peut parler d'une forme d'arsenalisation ou à minima d'une forme d'instrumentalisation de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a déjà perçu historiquement au Vietnam, par exemple, dans les années 60-70, où l'armée américaine avait déversé des millions, plus exactement 80 millions de litres d'herbicides, aussi appelés agents orange, sur la jungle pour défolier là où les Viet Cong se cachaient. Donc là, on a vraiment une pollution, une dégradation de l'environnement qui est intentionnelle, qui est volontaire. On voit aussi, comme vous l'avez mentionné, au Liban, où là, en 2026, mais on avait déjà des occurrences avant ça, où là, le Liban accuse Israël d'épandage de glyphosate dans le sud du pays. Et on a encore une fois tout un panel d'exemples comme ça qu'on pourrait ressortir. On a aussi la destruction du barrage de Kakhovka qui a eu lieu en 2023, une destruction par la Russie de ce barrage situé dans le Donbass, sur le fleuve Dniepr. Et en fait, ça, c'est une destruction de ce barrage
démarrage qui avait été caractérisé de catastrophe environnementale, d'écocide, pour les conséquences derrière, les pollutions derrière que ça a pu engendrer. Donc on a effectivement cette subtilité entre à la fois dommages qu'on appelle collatéral et en même temps vraiment cette volonté de cibler volontairement l'environnement comme tactique, comme technique, à la fois court terme parce que ça permet des gains tactiques, mais à la fois à très long terme parce que ça affaiblit vraiment la résilience de la population. Par exemple, l'usage de glyphosate dans le sud du Liban, derrière, ça empêche le retour des populations dans ces espaces, dans ces zones-là, parce qu'elles ont plus soit de moyens de subsistance, soit des ressources économiques liées à cette production agricole. Et ça, comme vous l'expliquez à très juste titre, ça a des conséquences à court terme, mais aussi à très long terme, parce que la fertilité des sols est vraiment impactée durablement. Et c'est vrai que là, on a vu ce qui nous a étonnés, c'était la première fois que ça se produisait. On a vu lors de cette guerre en Iran, l'Iran cibler des usines de dessalement pour empêcher justement les populations qui sont très dépendantes de ces usines pour avoir des apports en eau courante. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les conséquences ne sont pas seulement locales. On l'a vu par exemple, si on reprend dans l'histoire récente avec la guerre du Golfe en 91, quand l'Irak décide de brûler des centaines de puits de pétrole, c'est toute la région qui est impactée par cette pollution atmosphérique. Tout à fait, et ça, on peut faire le lien aussi avec les changements climatiques, c'est-à-dire qu'au-delà des dégradations ponctuelles, toutes ces conséquences, toutes ces pollutions participent à aggraver les changements climatiques. On peut prendre le cas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, par exemple, où on a à peu près 230 millions de tonnes équivalent CO2 qui ont été émises par ce conflit entre 2022 et 2025. Et donc ça, c'est des émissions qui se superposent aux émissions générales émises par la planète, par les pays. Donc du coup, on a effectivement des conséquences à très long terme. On va avoir aussi des conséquences indirectes liées à ces dégradations. Par exemple, la fermeture de l'espace aérien russe en 2023 avait provoqué une hausse des émissions de gaz à effet de serre de 1%. Et donc ça, c'est des conséquences environnementales qui sont pas localisées et comme on disait, qui aggravent ces changements climatiques à très long terme. Et peut-être un autre élément à ajouter qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un cercle vicieux qui se nourrit. C'est-à-dire que ces guerres, ces conflits-là vont aggraver les changements climatiques. Et en même temps, les dégradations environnementales provoquées par les guerres vont être d'autant plus importantes, d'autant plus conséquentes que l'environnement est beaucoup plus vulnérable à cause de ces mêmes changements climatiques. Donc on a une forme de boucle de rétroaction, de cercle vicieux, où les changements climatiques fragilisent encore plus les sociétés, l'environnement, les écosystèmes, qui vont être même impactés par les dégradations et l'empreinte environnementale de la guerre. Oui, on le voit notamment avec l'Iran qui est déjà des problématiques de sécheresse, une surexploitation agricole et donc quand ensuite il y a ces destructions-là, ça vient s'ajouter à une situation qui est déjà difficile pour le pays. Pour bien comprendre ce sur quoi vous vous appuyez pour nous donner tous ces détails, c'est que vous avez à présent des outils qui vous permettent notamment de cartographier ces pollutions atmosphériques. C'est devenu très précis pour vous d'observer effectivement les conséquences directes de ces dégradations. Exactement, c'était plus compliqué il y a quelque temps de pouvoir analyser ces dégradations environnementales pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y avait pas forcément de méthodologie qui existait pour recenser ces dégradations environnementales et ces émissions carbone. Ensuite, on n'avait pas forcément la capacité de collecter les données parce qu'on n'avait pas les outils et c'est aussi des contraintes de terrain, c'est-à-dire que c'est des régions dans lesquelles il est extrêmement difficile de se rendre et donc on repose sur, par exemple pour le cas du glyphosate au Liban dont on parlait, sur le CNRS libanais qui va fournir ce genre de données. Aujourd'hui, il y a des organisations, notamment de la société civile, qui participent vraiment à créer cette méthodologie-là pour qu'on puisse faire ce recensement. Euh, c'est important de pouvoir faire ce recensement parce que ça nous permet d'identifier où sont les gros postes d'émissions, par exemple. Et donc, on a une initiative qui s'appelle le Centre pour l'environnement et le conflit, qui est un centre de recherche, qui justement a développé cette méthodologie pour recenser l'empreinte carbone des conflits et qui, elle, a permis de comprendre que les gros postes d'émissions liés au conflit, c'était d'abord, bien sûr, les émissions directes liées aux activités militaires, donc par exemple les aéronefs qui vont émettre des émissions de gaz à effet de serre, mais on a aussi un poste très important d'émissions qui va être la destruction des bâtiments et des infrastructures, parce que reconstruire derrière, ça va être très polluant.
Donc on a effectivement cette méthodologie-là, on a des données satellitaires, notamment en lien avec le programme européen Copernicus, qui nous permet de mieux pouvoir analyser, de mieux pouvoir collecter ces données de terrain et derrière de mieux pouvoir répondre et potentiellement protéger ces espaces. Donc effectivement, c'est grâce à ces progrès-là de collecte et d'analyse de données qu'on est capable aujourd'hui de fournir ce genre d'analyse. Vous nous disiez tout à l'heure que certains pays utilisent l'environnement, pour faire pression sur la résilience des populations, mais l'atteinte à l'environnement constitue un principe, un crime. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de leviers, juridiques d'employés pour condamner, ces pays qui utilisent l'environnement, comme moyen de pression? Alors on a aujourd'hui des protocoles qui permettent théoriquement de protéger l'environnement, mais c'est un droit qui est encore tout à fait perfectible et malheureusement c'est extrêmement complexe de limiter les dégradations environnementales et les dégradations environnementales dans le cadre de ces conflits, notamment parce que les États ne sont pas forcément ou ne répondent pas forcément à cette redevabilité. Donc effectivement, il y a un droit international humanitaire qui existe encore, mais qui est toujours en train d'être perfectionné. Et c'est assez difficile dans le cadre de ces conflits pendant qu'ils sont en train, d'avoir lieu, de, répondre directement juridiquement. Donc pour plusieurs raisons. Déjà, il y a des raisons techniques, c'est-à-dire que pour être, répréhensible, il faut avoir des données et donc ça revient au sujet qu'on évoquait juste avant. Il y a cette question de l'intentionnalité qui est extrêmement difficile, à prouver. C'est-à-dire qu'un État revendiquera très rarement, de cibler volontairement, l'environnement et ce sera généralement, identifié ou ce sera généralement caractérisé de dommages collatéraux. Et donc, il y a cette notion d'intentionnalité déjà, qui est très difficile à prouver et qui rend difficile l'application de ce droit-là. Il y a la question de proportionnalité aussi, qui est absolument déterminante pour caractériser ces dégradations-là et pour les rendre juridiquement répréhensibles. Donc voilà, donc on a un cadre qui existe en lien avec les conventions de Genève, mais c'est un droit qui est difficile à appliquer. Donc voilà pour ce sujet. Alors, on va quand même se quitter sur un point positif, je l'espère. Est-ce que des guerres, comme ce que l'on voit, ce à quoi on assiste par exemple avec, en particulier avec l'Iran, ne peut pas, selon vous, malgré tout, favoriser une transition énergétique, puisqu'on voit à quel point les énergies fossiles peuvent être prises en otage, si je puis me permettre cette expression, et inciter du coup les gouvernements, notamment en Asie, mais aussi en Europe, à mettre en place cette transition énergétique dont on parle et qui est si difficile à mettre en place. Si, exactement. Et en fait, on voit la spécificité des conflits contemporains, c'est notamment le ciblage de certaines infrastructures critiques. Donc aujourd'hui, on voit que les guerres sont particulièrement polluantes parce qu'on a des infrastructures énergétiques, notamment pétrolières et gazières, qui vont être particulièrement ciblées. On l'a vu à Téhéran, par exemple, où certaines raffineries ont été attaquées et ça a provoqué des fumées noires absolument désastreuses qui émettaient notamment du CO2, mais aussi du dioxyde d'azote, de l'oxyde enfin bref, plein de fumées extrêmement toxiques. Euh, et donc, on a aujourd'hui ces systèmes-là qui sont attaqués. Et la prise de conscience aujourd'hui qu'il faut avoir, c'est de réaliser que le moins on est vulnérable, le plus on arrive à être autonome énergétiquement, le moins on est vulnérable face à ces risques, face à cette instrumentalisation qui peut être faite. Donc effectivement, là, ce que ça montre, c'est qu'il faut qu'au niveau européen, au niveau français, on ait une autonomie énergétique qui soit beaucoup plus importante pour pas être vulnérable, pour pas être fragile face à ces perturbations mondiales. Mathilde Jourde, merci beaucoup pour ces éléments que vous venez de nous apporter. C'était important pour nous de nous saisir de ce sujet aujourd'hui. Merci à vous. Il est 13h27 à Paris. Vous restez avec nous dans Paris Direct.